Amis des oscilloscopes et des colis de fans, bonjour. Alors en effet, la vidéo d'aujourd'hui peut facilement rentrer dans ces deux catégories. Ça qui est un petit peu chiant, donc bon, allez, on va dire qu'on la met dans colis de fans, mais qu'elle va nous permettre de reparler des oscilloscopes. Alors pourquoi colis de fans? Parce que il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui m'a contacté en me demandant si je voulais pas lui vendre des trucs qu'on m'avait passé dans un colis de fan, et je dois dire, j'étais assez réticent parce que, je veux dire, voilà, le but de ces colis de fan, c'est en aucun cas de faire du business ou de gagner quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, j'avais pas forcément un usage immédiat, donc j'étais tiraillé entre l'idée de dire, bah, autant que ça serve à quelqu'un, mais ça me gênait un petit peu quand même de faire du business. Mais je me suis dit, après tout, un colis de fan peut générer un autre colis de fan. Et donc, j'ai plutôt dit, bah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que pour échanger, pour justement rester quand même dans cette idée de partage d'infos sur des trucs exotiques ou anciens ou autres. Et donc, après discussion, on m'a proposé cet oscilloscope. Et j'ai pensé que ça pouvait faire une vidéo intéressante. Alors, c'est quoi cet oscilloscope? C'est un modèle Voltcraft A0610. Et quelque part, c'est, on peut dire, l'oscilloscope ad minima. C'est un oscilloscope analogique, donc je veux dire qui utilise une technologie assez ancienne de tube cathodique, et qui, je pense, a quasiment que le minimum d'options possibles qu'on peut trouver sur un tel oscilloscope. Et pour info quand même, c'est un modèle qui existe toujours, hein, ce modèle de Voltcraft, là on voit la documentation, et qui coûte aux alentours de 190 € TTC à peu près, d'après ce que j'ai pu voir comme prix. Alors c'est vrai que pour ce prix-là, on commence à trouver des modèles d'entrée de gamme en digital, et que c'est pas sûr que ça soit quand même encore un bon investissement d'acheter ce genre d'oscilloscope à ce prix-là. Mais à la limite, pour des gens qui préfèrent l'analogique, qui veulent la simplicité, qui veulent pas problème de mise à jour de firmware et tout, pourquoi pas? Surtout qu'il y a quand même des chances que, même si j'ai pas vu qu'il y avait le schéma de cet oscilloscope, mais enfin, voilà, si tout m'empanne, je suis sûr qu'il est quand même plus facile à réparer qu'un truc digital. Enfin voilà, ça se dit, on va dire que ça se discute. Alors, on va quand même en profiter justement pour revoir un petit peu, je veux dire, pour les débutants, même si j'avais déjà fait un peu des vidéos là-dessus, justement, qu'est-ce que c'est que l'oscilloscope vraiment de base? Cet oscilloscope, pour info, il est à peu près les mêmes performances que le premier oscilloscope que j'ai eu, hein, quand j'avais à peu près 9 ans. Hein. Je vous renvoie à ma vidéo qui explique un petit peu pourquoi je suis devenu petit à petit passionné d'électronique. Et cet oscilloscope Unitron que j'avais était à peu près, au niveau de ses caractéristiques, à peu près, je veux dire, comme celui-ci. Et je pense que ça peut être quand même intéressant. Donc, cet oscillo, donc, il s'alimente sur le secteur. Derrière, je ne le retourne pas, mais enfin, voilà, il n'y a rien d'autre que un réglage, comme on va voir, éventuellement d'orientation du tube, mais c'est pas un réglage électrique, comme ça se fait d'habitude, on va dire, sur les oscilloscopes plus performants, hein, ce qu'on appelle trace rotation. Là, c'est carrément mécanique, j'avais rarement vu ça, où on dessert deux vis et on peut pivoter le tube. Alors, il se met en route ici avec Power, donc allons-y, donc on voit là cette LED qui indique qu'il est sous tension. On peut voir aussi que derrière, c'est un tube rond, hein, qui est à voir comme ça ressemble à un tube très célèbre qui s'appelle le DG732. Enfin voilà, c'est un tube dans ces eaux-là. Et on peut voir ici la trace qui est quasiment là, horizontale. Alors, je rappelle que la trace rotation, en même temps, elle dépend, on va dire, du champ magnétique, voire du champ magnétique terrestre un petit peu, et de la position de l'oscilloscope là où on l'utilise. Donc, si vous voulez le régler, ça n'a de sens que de le mettre, l'oscilloscope, si possible, au moins dans la direction, enfin, le plus près possible de la position qu'il peut avoir, et de le régler. Là, par exemple, tout à l'heure, je l'avais réglé, mais l'oscillo était dans un autre sens. Là, on voit qu'il y a un tout petit décalage. Enfin bon, c'est pas très grave. Alors, rappel rapide sur les réglages qu'on a sur un tel appareil. Généralement, on va trouver au moins ces deux réglages-là, intensité et focus, sachant que l'intensité, c'est l'intensité, on peut le voir, du faisceau. Donc, il faut régler de façon à voir la trace, mais pas trop. Surtout si, comme on va le voir, on est en mode XY ou en mode lent. Là, il faut éviter de le mettre trop fort, parce qu'on peut, ce qu'on appelle brûler l'écran, c'est-à-dire que la couche de phosphore qu'il y a sur l'écran cathodique, on peut la marquer. Donc là, voilà, faut éviter. Je dirais même, en règle générale, s'il n'y a pas de signal comme ça vaut le coup de baisser l'intensité, voire de les éteindre, si on s'en sert pas pendant des heures. Sinon,
bah, on arrive, hein, moi j'avais ça, des oscillos où on voit que, même éteint, on voit encore la trace. Alors ensuite, il y a le focus. Alors, le focus, en gros, on peut voir, c'est la netteté, de la finesse de la trace. Alors généralement, c'est pas conseillé de la régler quand la trace est comme ça, sans signal. Mais voilà, on le règle au plus fin. Alors pour certains vieux oscillos, on voyait aussi un autre réglage pour info qui s'appelait astigmatisme, qui existe probablement, mais là, il doit être sous forme d'un réglage interne. Je ne l'ai pas ouvert le bignou, mais il y a des chances que ça soit comme ça. Sur les vieux oscillos, on pouvait régler. En gros, les deux. L'astigmatisme, c'était, si je me rappelle bien, plutôt enfin, dans un sens, hein, on mettait un signal carré, dans un sens et dans l'autre. Enfin, en gros, on tripotait un peu les deux pour avoir la trace la plus fine. Mais c'est vrai que sur de nombreux oscillos, maintenant, il n'y a plus que le focus. L'astigmatisme n'est pas présent. Alors, je rappelle qu'un oscilloscope, très rapidement, hein, c'est quelque chose qui montre l'évolution d'une tension en fonction du temps. Donc il y a une entrée qu'on peut voir ici qui permet justement de mettre de la tension. Alors c'est généralement normalisé à 1 mégaume, on peut voir 1 mégaume 30 picots. Hein, je vous renvoie sur mes vidéos sur l'oscilloscope. Et cette partie-là, en fait, tout ce qui est ici, c'est la partie, ce qu'on appelle verticale, qui permet déjà, on peut voir, de régler le zéro quelque part. Donc on peut voir, c'est la position de la trace. Alors on peut très bien, si on regarde par exemple que des tensions positives, hein, généralement c'est positif vers le haut, on peut très bien le régler en bas ou en haut. Et ensuite là, on va pouvoir régler la sensitivité. En gros, c'est le calibre. C'est-à-dire que là, par exemple, si je suis sur 1, on voit que c'est 1 volt, on voit volt par division. Alors pourquoi? Parce que là, on peut voir ce qu'on appelle le graticule sur l'écran, qui est composé de cette grille, et qui permet justement de faire des mesures. 1 volt par carré, ça veut dire que si j'applique une tension d'1 volt à l'entrée, la trace va ici monter, on va le voir tout à l'heure, de 1 carreau. Donc ça permet de mesurer les tensions grâce à ce système-là. Et là, on peut voir que ça descend jusqu'à 5 millivolts par carreau. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a une sensibilité, si on regarde après 1/10, enfin une unité, voilà, de l'ordre du millivolt, et ça monte jusqu'à 5 volts par carreau. Ça permet quand même une dynamique assez importante. Et on retrouve ici quelque chose qu'on retrouve très fréquemment sur les oscilloscopes et même sur les appareils de mesure, qui est ce qu'on appelle une progression en 1, 2, 5. Vous voyez, 1, 2, 5, c'est toujours 1, 2, 5. Voilà, ce qui permet en gros d'avoir quand même la plus grande dynamique possible. Et là, il est en train de se casser la gueule, le bignou, de mesure. Alors là, on trouve volt-var. Alors sur les oscillos, très souvent, c'est un bouton qui peut être concentrique avec celui-ci. Là, on voit qu'il y a une position calibrée. Calibrée, ça veut dire que là, si le bouton est dans cette position calibrée, là, si je suis sur ici 0,5, j'ai réellement 0,5 volts par carreau. Mais des fois, ça peut être emmerdant. C'est-à-dire que des fois, on veut pouvoir régler. En gros, ça veut dire qu'à ce moment-là, il est plus calibré, mais je peux ajuster, par exemple, pour mesurer des temps de montée, des choses comme ça, le signal comme je veux. Et on retrouve là aussi ce commutateur qui permet soit de mettre l'entrée à la masse, qui permet d'être sûr d'être bien au zéro, et un couplage continu ou alternatif. Hein, je vous en ai aussi déjà parlé dans des vidéos. En gros, est-ce qu'on veut voir que la composante alternative ou la composante continue selon les mesures qu'on veut faire. Donc voilà, on a vu ici cette partie ici, donc tout ce qui va être, on va dire, réglage du tube, la partie verticale. Et là, on se retrouve avec la partie horizontale, qui est très simple. On a là ce qu'on appelle la base de temps. Et la base de temps, comme je vous l'ai dit, ça mesure une tension en fonction du temps. On va retrouver cette idée de division. Et là, par exemple, ça me dit que ça mesure 0,1 seconde, 100 millisecondes par carreau. Donc c'est le défilement le plus lent qu'on peut avoir. Et ça monte à la fin jusqu'à 0,1 microseconde, donc 100 nanosecondes par carreau. Et là, on voit que c'est tellement rapide, hein, parce que généralement, il faut monter un petit peu l'intensité, parce que, bien sûr, le flux d'électrons va très vite. Alors là, on voit une ligne, mais en fait, dans tous les cas, c'est toujours un spot qui se déplace, mais à cause du phénomène de persistance rétinienne, hein, c'est le même système que le cinéma, là où on ne voit pas les images qui sont une par une, parce que ça va trop vite. Voilà, là, on peut voir que passer à peu près 1 milliseconde par carreau, on ne voit plus le scintillement de la trace. Donc ça va donc de permettre de voir voilà, quel intervalle de temps on veut voir. Là, de la même façon qu'on avait la position verticale, on a la position horizontale. Le time variable, c'est comme le volt variable. C'est-à-dire qu'ici, je peux aussi, on va dire, décalibrer mon système. Et là, on le voit très bien. Par exemple, là, voilà, là, en fait, je baisse. Et là, j'augmente de façon continue.
juste qu'il y a la position calibrée, mais les indications ici, c'est toujours que quand ici on est en mode cal. Et le niveau ici, c'est pour ce qu'on appelle la synchronisation, je vous en ai déjà parlé, qui permet de choisir à partir de quel niveau ça déclenche le balayage de façon à ce qu'il soit fixe. Je vous renvoie aussi sur mes vidéos sur le sujet. Donc voilà, en gros, et en parlant de synchronisation, on peut choisir la source de la synchronisation, c'est interne, c'est le signal qu'il y a sur l'ampli. Line, c'est la synchronisation du secteur, et externe, ça c'est quand même pratique, je vous avais aussi montré ça dans une vidéo, ça permet de choisir une source externe. Et là, on a aussi le mode de déclenchement. Je rappelle que le mode normal, par exemple, ça veut dire qu'il attend pour démarrer d'avoir un signal de synchro. En mode automatique, il attend un tout petit peu, mais s'il ne le trouve pas, il démarre quand même. C'est la différence. Bon, il y a TV, généralement, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est un filtre qui permet d'avoir une synchronisation généralement sur soit les lignes, soit les trames des signaux vidéo. Donc, on a quasiment fait le tour. Il ne reste plus que cette commande-là, qui permet de choisir, comme on va le voir, est-ce que je veux déclencher sur le front montant ou descendant du signal. Donc ça, c'est aussi lié à la synchro. Ou, voilà, le fameux mode XY, ici, qui permet de faire ce qu'on va voir tout à l'heure, des figures de lissage ou des choses comme ça. Et voilà comment ça fonctionne. Donc là, il y avait une sonde avec. Pareil, je vous rappelle que grâce aux sondes, on permet d'avoir une meilleure bande passante, dans la mesure où on n'est pas embêté par le filtrage, on va dire, du coax, mais au prix d'une division par 10 du signal. C'est-à-dire que quand on est ici en position divisée par 10, le signal est 10 fois moins fort, mais on perturbe 10 fois moins le signal qu'on mesure, c'est-à-dire que ça porte l'impédance d'entrée à 10 mégohms, et ça augmente la bande passante. Donc là, pareil, généralement, on le retrouve ici, on a ce signal-là de calibration. Là, si je suis en mode x1, il n'y a rien à calibrer, mais on peut quand même le voir, le signal. Donc là, apparemment, je ne le vois pas. C'est normal parce que là, je suis sur entrée ici. Donc là, je suis en x1. On peut voir là les signaux. Alors là, il n'y a rien à régler sur la sonde, parce qu'en x1, je veux dire, il n'y a pas de compensation possible. Par contre, la bande passante est relativement limitée. Si par contre, maintenant, je passe en x10, là, comme je vous l'ai dit, on voit que le signal est divisé par 10. Donc, pour avoir la même chose, il faut que là, j'aille ici, voilà, pour avoir la même taille, c'est-à-dire que fois 10 fois. Et il faut, alors on voit qu'il y a quelques petits mauvais contacts, il faut justement compenser la sonde, je vous en avais déjà parlé, de façon à ce que le réseau de la sonde soit bien adapté à l'entrée de l'oscilloscope. Et ça, il y a toujours des variations. Donc là, je rappelle que pour faire ça, c'est très simple. Voilà, là, on est ce qu'on appelle sous-compensé, surcompensé. Et là, on est top banane. C'est quand vraiment on a quelque chose de le plus plat possible ici au niveau du rectangle. Donc voilà, là, ma sonde est parfaite. Et on peut voir que voilà, je peux ici éventuellement même zoomer dessus. Et là, on voit bien aussi l'histoire du plus et du moins. Vous voyez, là, là, je déclenche sur un front montant, c'est-à-dire que là, manifestement, voilà, je le vois même pas, parce que sur ces oscilloscopes-là, souvent, il n'y a pas de ligne à retard dessus, c'est-à-dire qu'au moment où il déclenche, c'est trop tard, je veux dire, j'ai pas le temps de voir le front, mais si je veux le voir, justement, je peux le faire comme ça, où en fait, il déclenche sur le front descendant, mais j'ai largement le temps de voir ici le front montant. Enfin voilà, c'est un oscilloscope, on va dire, très très simple, qui n'a pas de double base de temps, de ligne à retard, de machin. Mais il a l'avantage, là, on peut voir, de faire le job de façon très très simple. Et maintenant, on va juste comme ça le brancher sur différentes sources de signal, histoire de se donner une idée de ce qu'on peut voir. Voilà, donc là, je l'ai branché sur mon Tektronix, mon Genet Tektronix de compétition. Et on peut voir que finalement, il est plutôt bien étalonné. Donc là, pour info, j'ai un signal de 1 MHz, 2 volts crête-crête. Donc 1 MHz, je rappelle, ça fait une période de 1 microseconde. Et on peut voir que là, quand je suis en position 1 microseconde par division, j'ai bien un carreau entre chaque crête. Ce qui veut dire que, au niveau étalonnage, il est bon. En vertical, 2 volts pic-pic. Là, on peut voir que je suis à 0,5 volts par carreau. Et donc, ça veut dire que j'ai 2 volts entre le haut et le bas. Et là, on peut voir que c'est pareil, c'est pas trop mauvais. Dire, j'ai vu pire.
excellent, mais je veux dire, dans l'ensemble, c'est pas trop mauvais. Et là, on voit bien ce côté variable, voilà, ici, où je peux l'ajuster comme je veux, mais bien sûr, je suis plus calibré. Et on retrouve la même chose, là, voilà, au niveau du temps, comme ça. Il est donné pour 10 MHz de bande passante, donc on va regarder, par exemple, ça veut dire qu'à 10 MHz, il devrait commencer à atténuer un petit peu. Là, par exemple, j'augmente, là, je suis à 10 MHz, et il a en effet à peu près baissé, bon, je n'ai pas mesuré exactement, mais il doit être à 0,7 fois la valeur, ce qui est ma foi relativement bon, et on peut voir que là, voilà, on perd un peu d'intensité, mais il est encore bon, et là, si je continue à monter, par contre, bah, bien sûr, ça va se dégrader. Voilà, et là on peut voir que, là par exemple je suis à 30 MHz, ça il n'en peut plus, quoi, il n'arrive même plus à déclencher ici. Enfin bon, je veux dire, pour un truc, il est donné pour 10, je veux dire, apparemment il les tient à peu près. Bon, ce truc là c'est surtout fait pour de la BF, là par exemple si je me mets plutôt avec un signal de 1 kHz, hein, du style de ce qu'on retrouverait en audio, voilà, et là, voilà, pour le coup on est quand même pas mal. Donc voilà, et bien sûr, on peut regarder toute cette forme. Hein, je rappelle que l'intérêt, voilà, on peut regarder toute forme de signal, hein, des signaux carrés, c'est-à-dire, encore une fois, on peut voir comment un signal évolue dans le temps. Là, par exemple, il évolue avec des variations très brusques. Voilà, là, par exemple, il va évoluer de façon triangulaire. Hein, c'est vraiment les formes de base, mais on peut imaginer toute forme de signaux, par exemple là. Alors là, on est typiquement sur un signal, là il n'arrive pas bien à se synchroniser, mais voilà, en choisissant bien le niveau, ici, hop, on peut voir, et c'est un signal, le type sinus X sur X, qu'on peut voir. Alors là, on voit une limitation de ce genre d'oscilloscope, c'est qu'on peut voir que le temps entre chaque signal ici est très grand, je veux dire, par rapport à la partie qu'on voudrait zoomer ici. Or, le problème, c'est que si je la zoome, au bout d'un moment, voilà, j'arrive quasiment plus à voir l'intégralité de la partie qui m'intéresse, du fait que, justement, je veux dire, quand j'augmente le temps, j'augmente aussi, je veux dire, le temps entre les deux signaux, ce qui fait que c'est une des limites de ce genre de choses, voilà, c'est que là, si je veux zoomer plus, je peux pas. C'est-à-dire que j'ai aucun moyen, en fait, de voir cette partie-là avec plus de détails. Et ça, c'est vraiment typiquement le genre de limitation qu'on a là-dessus. Et pour aller contre ça sur des oscilloscopes analogiques, il y a généralement un système, j'en ai déjà parlé, qui s'appelle la double base de temps, mais qui est déjà relativement sophistiqué, ou des fois, comme on trouvait pas mal sur les oscillos AMEG, un système de retard réglable par rapport au déclenchement, qui permet éventuellement de pouvoir mieux observer ce genre de signal. Enfin bon, voilà, encore une fois, c'est vraiment le basique de l'entrée de gamme, faut pas non plus trop lui en demander. Allez, pour finir avec ça, on va justement pouvoir voir le fameux lissajou, hein, c'est ça qui, en même temps, fait toujours des vues, on va dire, assez intéressantes. Voilà, donc là, en fait, j'ai le même signal sur les deux entrées, ce qui explique pourquoi j'ai cette barre comme ça, oblique. Bah oui, parce qu'on voit qu'au fur et à mesure que le signal augmente, il augmente autant, enfin, je veux dire, en tension, donc vers la gauche ici, que vers le haut, et il revient. C'est-à-dire qu'en gros, quelle que soit la forme du signal, en gros, j'aurai toujours ici cette barre. Alors, il y a deux limitations ici en mode XY, c'est que là, je peux toujours régler l'amplitude. Par contre, l'amplitude en horizontal, elle est fixe, j'ai pas le choix, et elle est a priori, là, je vois, j'ai toujours pareil, j'ai un signal de 2 volts, donc en gros, elle est de l'ordre de 1 volt par carreau, quand on est comme ça en mode XY. On peut juste régler ici le 0. Donc l'intérêt de justement ces fameuses figures de lissajou, c'est quoi? C'est de pouvoir visualiser, on va dire, éventuellement plusieurs choses, dont le déphasage. On peut faire différentes mesures, hein, je ne vais pas m'étendre dessus, mais là, les deux signaux sont en phase. Si maintenant je les déphase, voilà, au fur et à mesure que je les déphase, eh ben, on va voir ici apparaître différentes figures. Et là, on a typiquement, à 90 degrés, on a un rond parfait. Et ça se comprend tout à fait, hein, c'est à la mesure où les deux tensions ici, elles évoluent, mais pas en même temps, elles évoluent de la même façon, c'est le même signal sinusoïdal, mais elles sont déphasées dans le temps, et c'est ça qui me permet de faire une figure. Donc là, par exemple, ça me permet de voir que j'ai un déphasage de 90 degrés. Donc c'est une des méthodes ici de lissajou, et on voit que très facilement on peut faire un rond. Si on change la forme du signal, par exemple d'un côté je le mets carré
mais de l'autre, je le mets sinusoïdal, bah là, je veux dire, comme ça varie très vite, pour ça que j'ai ces deux barres. Mais si je le mets carré des deux côtés, là, bah, j'ai ces points. Pourquoi j'ai ces points-là? Parce que vous avez vu tout à l'heure dans le signal carré, ça changeait très très vite d'un état à l'autre. Donc en fait, le spot, il passe bien, je veux dire, comme ça, mais il le fait tellement vite qu'on n'a pas le temps de le voir. À moins peut-être en poussant un petit peu quand même la luminosité, non, même pas. Et on voit ici ces 4 points. Alors après, voilà, si vous avez un oscilloscope comme ça, on peut beaucoup s'amuser. Là, par exemple, si on fait le tout avec un signal triangulaire, bah, maintenant on a un losange, à mesure où, voilà, c'est plus un rond, hein, mais des signaux triangulaires. Alors on peut bien sûr faire des combinaisons, on peut faire triangle, losange, voilà, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Alors ce qui est surtout sympa avec les lisses à joues, voilà, c'est, là on a deux signaux de la même fréquence, mais rien ne m'oblige à ce qu'ils soient de la même fréquence. Donc là je peux varier, et voilà, au fur et à mesure que ça varie, je vais avoir voilà, ces variations là qui sont vraiment typiques de ce genre de choses. C'est typique ici des figures de lisse à joues, voilà, cette selle et ainsi de suite. Enfin voilà, là par exemple on a typiquement une fréquence double, et pareil, là, si là je continue, alors la notion de phase sur des signaux comme ça, elle n'a pas vraiment de sens, hein. J'en avais déjà parlé sur ma vidéo sur la phase, parce que normalement on peut parler de phase qu'avec des signaux qui sont, on va dire, de fréquences identiques. Mais là, dans la mesure où c'est un multiple et que les générateurs DDS, en gros, on parle phase un petit peu par rapport à l'origine, ce qui permet quand même justement d'avoir là ces variations qu'on voit ici. Après, si on a, voilà, on voit des différences de fréquences, mais qui ne sont pas, je veux dire, multiples, on le voit ici très bien, voilà. Voilà, à ce moment-là, on voit l'image ici qui tourne. Pourquoi ça tourne? Parce que là, le rapport entre les deux fréquences, il y a 1 kHz d'un côté, et là, je suis à 499.800, et la vitesse de rotation dépend tout à fait de la différence de fréquence, et bah, là, en fait, elle est très, très faible. C'est-à-dire que, voilà, là, si je suis à 1 Hz près, bah, ça tourne à peu près avec une période d'une seconde. C'est le système hein, des battements de fréquence. On retrouve exactement le même phénomène qu'on peut voir, les fameuses roues de diligence qui tournent à l'envers ou des choses comme ça. Pour cette vidéo, hein, dont le but était déjà de rappeler un petit peu pour les débutants, hein, de façon très simple, hein, ce qui est un petit peu un oscilloscope, un peu les réglages de base, et aussi bah, justement de revoir le côté un petit peu analogique. Hein. Peut-être aussi que certains auront vu ça avec nostalgie. C'est vrai que maintenant, on a quand même depuis quelques années ces oscilloscopes numériques qu'il faut reconnaître simplifient bien la vie. On voit que les numériques, déjà, on peut mémoriser le signal, on peut le regarder avant, on peut le regarder après. On a tout plein de mesures, voilà, il n'y a pas besoin de compter les carreaux et tout ça. Enfin, je pense que ça permet aussi de mesurer un petit peu la distance, dans la mesure où, honnêtement, dans les années 80, pour la majorité des amateurs, les oscillos qu'on avait, c'était ça. Hein, voilà. Alors, souvent, quand même, éventuellement, il y avait un double trace, hein, comme on voit les AMEG, des trucs comme ça. Mais c'était pas tellement, je veux dire, mieux au niveau possibilité que ce que je vous ai montré là, et on était très content d'avoir ça. Après, voilà, les choses évoluent, hein. C'est comme si on compare un Apple II avec un PC de maintenant, ça n'a pas tellement de choses à voir. Je vous rappelle que lundi 12 à 21 h, je vais tenter une nouvelle expérience, on va dire, avec vous, qui va être de vous présenter un appareil que j'ai testé pour vous, hein, comme je le fais des fois sur ma chaîne, mais en live. Ça vous permettra, par exemple, d'avoir des réactions, de poser des questions, de faire des remarques, des suggestions, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, c'est bon, c'est un petit essai que je vais faire, mais je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, lundi 12 juillet à 21 h pour ceux qui veulent. Maurice, ça va Maurice? Il paraît que tu travailles sur une machine à voyager dans le temps, et alors ça avance? Qu'est-ce que tu dis? Je suis lourd, je t'ai déjà posé la question la semaine prochaine. C'est pas gentil de me dire ça, parce que toi, Maurice, je trouve que toi, t'es con comme un iceberg, quoi. C'est-à-dire que la connerie réelle, elle est 7 fois plus grande que la connerie visible, quoi, chez toi. Et tac, casser le Maurice. Bien, eh ben, si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Si, comme moi, vous n'y êtes pas encore, patientez, ça va bientôt venir, j'espère. Que Catonos, le roi des canons à électrons, vous fasse de beaux oscillogrammes, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.